Poésie présente La délégation norvégienne de Hugo Boris, lu par Jean-Marc Couder. Pour mon frère Antoine. Un texte signifie mettre en œuvre une stratégie dont font partie les prévisions des mouvements de l'autre, comme dans toute stratégie. Dans la stratégie militaire, ou dans celle des échecs, disons dans toute stratégie de jeu, le stratège se dessine un modèle d'adversaire. Napoléon envisageait différentes hypothèses. Si je fais tel mouvement, Wellington devrait réagir ainsi. Wellington, de son côté, pensait « Si je fais tel mouvement, Napoléon devrait réagir ainsi ». Il se trouve que, dans ce cas d'espèce, Wellington a généré une stratégie meilleure que celle de Napoléon. Il s'est construit un Napoléon modèle qui ressemblait au Napoléon concret. Napoléon, lui, a imaginé un Wellington modèle qui ne ressemblait que de très loin au Wellington concret. Une seule chose pourrait venir invalider cette analogie. En général, dans un texte, l'auteur veut faire gagner et non pas perdre l'adversaire. Et encore, ce n'est pas dit. Umberto Eco, Lector in Fabula. L'une des dernières pistes de ce livre audio présente des distorsions sonores. Il ne s'agit pas d'un défaut de production. Chapitre 1. La forêt fuit lentement de chaque côté de la route. René Derain n'a pas croisé une voiture depuis plus de 3 heures. Il conduit à vitesse constante, moins vite qu'il ne le pourrait avec la peur du gibier déboulant sur le bitume. Il roule depuis hier entre 2 murs de sapins noirs. Le mouvement des arbres s'inverse dans le miroir des rétroviseurs. En jetant un œil de part et d'autre, il a parfois l'illusion que la forêt, ouverte par le mouvement du véhicule, se referme derrière lui. Il se penche, attrape le paquet d'Amsterdamers sur le tableau de bord. Les yeux fixés sur la route, il donne un coup de langue sur la bande de papier gommé. D'un demi-tour de manivelle, il ouvre la vitre, se débarrasse des bribes de tabac éparpillées sur son pull. Les mains jumelées au sommet du volant, il regarde devant lui, loin, la cigarette plantée au coin de la bouche, oubliée là. Il ferme doucement les paupières pour éviter le filet de fumée. Il pense « Je fume comme un routier. C'est sûrement comme ça que doivent fumer les routiers. » Par désœuvrement, il allume encore la radio. Les ondes ne lui apportent plus que de méchants crépitements, un souffle de forge zébré de sifflements aigus. Il balaye la bande passante, revient, s'arrête. Il a cru entendre 2 notes consécutives, de la musique peut-être. Il joue sur le potard, affine le réglage avec un doigté de chirurgien, un air de gravité qui lui met le sourire aux lèvres, comme si quelque chose de très important allait se dire, comme si, sur les grandes ondes, les Français allaient parler aux Français. Les arbres défilent, égrenés par le mouvement. À intervalles réguliers, Derain longe des stères de bises écorcées, empilées les unes sur les autres sur le côté de la route. Vus de profil, les rondins alignés forment des alvéoles de bois blond, dessinent l'image d'une gigantesque ruche. La bouche pleine de fumée, il écrase le mégot dans le tiroir du cendrier, pose ses 2 coudes sur la face interne du volant, enferme son front dans ses mains. Il reste là, immobile, aveugle, comme s'il n'était pas dans cette voiture, comme s'il n'était pas sur cette ligne droite. Jeté sur le siège avant, il y a ses clés, son passeport, des cartes routières crevées aux pliures, un paquet de biscuits achetés en route sur lequel est écrit « Spekelos behort tot de familie van de Peperkoek ». À l'arrière, son chien se plaint doucement. Il n'a pas fait de halte depuis longtemps. Le paysage ralentit brusquement. Derain pose pied à terre, déplie son imposante carcasse et fait quelques pas en titubant, ivre de conduite. Il n'a même pas pris la peine de se ranger sur le bas-côté, il s'est contenté d'arrêter le break au milieu de la route. Il contourne le véhicule, ouvre le coffre de la vieille 404. Son chien saute d'un bond hors de l'habitacle, le poil fou. Il fait quelques voltes, tout feu tout flamme, fait cliqueter ses griffes sur le macadam. Les pattes tendues en avant, il bâille en s'étirant, les reins cambrés. Pour un peu, on croirait que c'est lui qui vient de se taper 400 bornes d'une traite. Il est gonflé, mais qu'il est gonflé, pense Derain. Dans la voiture,
Les damnés chuchotent encore. Derain les entend crachoter, haleter, s'énerver. Il revient vers le break, tend le bras, coupe la radio. Le silence s'installe brutalement. Un silence angoissant, de ceux qui empêchent de dormir la première nuit à la campagne. Les arbres serrés sont plus sombres encore, maintenant qu'il les regarde de près. Il ne voit des gigantesques résineux que la partie basse. C'est une forêt serrée, où le soleil ne doit pas donner beaucoup. Il n'y a pas un souffle de vent, même son chien s'est tu. Il y a dans l'air une odeur de racines, de terre, de résine. La forêt se perd dans l'ombre. Derain ressent le besoin de s'agenouiller, de sentir dans sa main la matière granuleuse de la route. Il y a eu des hommes pour étaler ce goudron. Il lève les yeux. Il voit son chien qui s'avance vers les sapins. Il ne se redresse pas, reste agenouillé à sa hauteur. Il le voit qui stoppe soudain, arrêté par un mur invisible. L'animal ne va pas plus loin, bloqué devant la première rangée d'arbres. Derain a l'impression que le chien et la forêt se font face, qu'une conversation silencieuse a commencé. Il s'aperçoit que ses poils se sont raidis. Il ne grogne pas, n'a pas découvert les crochets de ses crocs. Mais ils sont hérissés, durs, comme s'il avait la chair de poule. On dirait qu'il y a quelqu'un. Il y a moi, pense Derain. Une peur singulière le gagne, lui, le garde forestier, qui n'a jamais rien ressenti de tel dans son pays. La peur de l'ombre, la peur du silence, la peur du bois sombre à la tombée de la nuit. Il y a quelque chose d'inquiétant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.